Harry? Je le dis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Polynectar? Non, j'ai juste repris du poil de la bête. Bon, t'attends quoi là? La chute? La chute. La chute. La chute? Non, de la blague. Bon, de la tienne aussi. Bon, sérieux, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux dire des choses désagréables, c'est bon, j'ai assez chez moi là. Écoute, Tom, c'est la mort. Ron et Hermione étaient partis avec moi chercher les Horcruxes, mais ils se faisaient tellement chier qu'ils ont fini par partir s'inscrire en boîte d'intérim. Il y a Ron qui met les huîtres en bourriche, quant à Hermione... Il met quoi? Les huîtres? Non mais en quoi? En quoi? En bourriche. En bourriche? Tu veux dire comme un objet? Quoi? Les copotames. Popotame? Oh bah ça m'étonnerait qu'en bourriche ça puisse... Ah bah si, c'est pareil. Eh ben vas-y, rentre ma poule, on va discuter de ces fameuses bourriches de la mort qui tue. Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien dans ces préparatifs de fin d'année. Voilà, donc on y est, la toute dernière vidéo des reliques de la mort. Bon, je sais, il y en a qui vont penser, ouais mais attends, le film est en 2 parties, alors pourquoi tu fais pas 2 vidéos? Bah tout simplement parce que, tout comme vous, je suis justement dans les préparatifs de fin d'année, donc voilà, je vais pas avoir le temps de faire 2 vidéos, et puis voilà, je suis breton, donc je préfère picoler, faire ce qui est pour moi naturel. Alors, petit récapitulatif pour ceux qui arrivent en cours de route, je vais tout d'abord faire une critique de chaque film et ensuite faire une analyse globale. Voilà, ça va être comme une sorte de double cheese là dans cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas décrocher votre wagon du Poudlard Express. Alors, pour commencer cette critique des reliques de la mort avec le tout premier wagon, la toute première une partie qui est bien différente des métrages qui l'ont précédé, eh bien, il n'y a pas grand chose finalement que je mette dans la catégorie des tics qui font tiquer, des mauvais points de côté. Non, j'aime quasiment tout, ça respire bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait 2 parties aussi, pour qu'on puisse vraiment prendre le temps d'apprécier chaque scène. D'ailleurs, il y a beaucoup de scènes épiques à souhait comme dans le bouquin et qui sont très bien restituées à l'écran. Il n'y a pas grand chose que je déteste, mais par contre il y a un truc qui à chaque fois me fait tiquer de ouf à chaque fois que je revois cette chose en question, la scène où Ron en fait voilà va détruire l'Horcrux avec l'épée. Et là voilà, il y a une vision cauchemardesque qui apparaît devant lui, les araignées, etc. Et là il y a Harry et Hermione qui sont ensemble à poil et qui se prennent main dans la main en lui disant de toute façon que ce n'est qu'une merde, qu'il ne voit rien, que ses parents auraient dû l'abandonner ou je ne sais plus quoi. Et moi ce qui me pose vraiment problème dans cette scène, eh bien, c'est qu'en fait il n'y a plus d'identité visuelle pour moi qui correspond à tout ce qui a été fait. Avant, je m'explique. En fait, dans l'Ordre du Phénix et dans le Prince de Sang Mêlé, je sentais vraiment de la part de David Yates une volonté en fait de restituer un peu le travail visuel, j'entends bien le travail visuel fait par les réalisateurs qui l'ont précédé, voilà, qu'on puisse, nous en tant que spectateurs en fait, s'y reconnaître visuellement, qu'il y ait une suite logique dans tout ce que l'on voit. Et en fait, moi ce qui me pose problème avec cette scène, eh bien c'est que ces effets visuels en question non seulement sont très moches, je trouve, mais qu'ils se détachent vraiment de tout ce qui a été fait précédemment. Là, on sent vraiment à des moments dans ce métrage que David Yates veut certes trouver sa patte visuelle, mais pour cette scène en particulier, eh bien je trouve qu'il se vautre littéralement la tronche, qu'on dirait vraiment une scène de mauvais goût au possible, qu'elle a été vraiment mal exploitée si elle sort réellement du bouquin. Je ne sais plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais voilà, pour moi c'est vraiment la véritable tic qui fait tiquer de ce métrage, et sinon à part ça, j'ai rien à dire. Les reliques de la mort première partie, c'est juste génial, j'adore le voir et le revoir. Et sinon, concernant les bons points de côté des reliques de la mort première partie, toujours, eh bien je ne vais pas tarir d'éloges, pour moi le film est quasiment parfait, hormis cette scène dont je vous parlais, donc voilà, c'est vraiment mineur, mais sinon à côté de ça,
un délice absolu. Déjà, ce que j'adore dans cette première partie, c'est ce voyage d'errance pour ce trio qui va se passer dans toutes ces forêts du monde, dans toute cette nature, voilà, dans laquelle ils vont vraiment rechercher coûte que coûte les Horcruxes afin de détruire une bonne fois pour toutes ce filou de Seigneur des Ténèbres qui revient. Et à côté de ça, voilà tous ces silences qui sont plus nombreux encore que dans Le Prince de Sang Mêlé et dans l'Ordre du Phénix. Les silences qui n'étaient pas toujours justifiés, mais ici, je trouve que ça fonctionne à merveille. Et l'autre grosse qualité, peut-être la qualité principale de ce film, eh bien, c'est que tous ces silences, ce voyage d'errance qui fait penser un petit peu quelque part à Into the Wild, eh bien, c'est qu'il va vraiment contrebalancer avec ce feu d'artifice. On peut dire ça comme ça, ce feu d'artifice qu'est la seconde partie. Là, ça explose de toutes parts, on en prend plein les mirettes. Et c'est pour ça que pour moi, il fallait vraiment faire les Reliques de la Mort en 2 parties, parce que tout comme dans le bouquin, il y a un contraste qui se crée entre la première et la deuxième partie du roman. Et si je devais choisir un autre gros bon point de côté avant de terminer cette première partie de critique, eh bien ce serait une scène qui a dû donner pas mal d'appréhension aux fans de Harry Potter, une scène que beaucoup ont dû redouter le jour de la sortie du long métrage, après la scène de la mort de Sirius Black, puis celle beaucoup plus réussie de Dumbledore selon moi, est venue bien sûr celle de la mort de Dobby, l'elfe de maison. Et si personnellement dans le bouquin, elle m'avait fait verser une larme, à chaque fois que je la revois dans le film, je vous le dis cash, hein, je pleure comme un gosse inconsolable. Non mais c'est vrai quoi, Dobby, cet être magique auquel on s'est attaché pour beaucoup dès le second volet et qui meurt comme ça sur cette plage avec derrière lui ce ciel gris et cette musique dans les bras de Harry. Non mais vraiment, non, c'est une des scènes les plus dures pour moi du cinéma. Puis une scène qui est bien sûr aussi nourrie par la force de jeu de la femme de Tim Burton, hein, qui joue Bellatrix Lestrange, elle qui juste avant lance ce poignard dans cette spirale magique et voilà montre ce rictus nourri par l'espoir de la mort de l'un des fugitifs. Et puis voilà, tu as Dobby qui meurt sur cette plage, tout simplement comme une merde. Pour moi, ça fait partie tout simplement des scènes les plus marquantes de cette saga cinématographique, pour ne pas dire la plus marquante tout court. Non, bah sinon j'ai rien à dire de plus concernant cette première partie, hein, sinon que j'ai vraiment hâte de revoir le métrage encore une fois, alors que je l'ai vu il y a une semaine de ça. Alors maintenant que tout ceci est dit, je vous invite à passer avec moi dans le second wagon du Poudlard Express, voilà pour parler de la seconde partie des Reliques de la Mort qui est sortie je crois 8 à 9 mois après la première, je me souviens plus, et oui je me souviens qu'il y avait beaucoup de personnes hyper frustrées de finir sur cette fin où l'on voyait Voldemort aller chercher la baguette de Suro dans la tombe de Dumbledore, et voilà la pointer en l'air pour envoyer un éclair au ciel, puis là bam, fin générique. Beaucoup qui ont vu dans ce film une longue bande-annonce pour la suite. Moi je n'étais pas d'accord, au contraire, j'avais vu une histoire qui allait apporter une véritable solidité, comme je vous disais précédemment, pour la suite, voilà, un côté silencieux qui va vraiment contraster avec l'explosion qui va arriver. Et je vous le dis d'entrée de jeu, pour moi, Les Reliques de la Mort seconde partie n'a aucun défaut, je trouve le film absolument parfait. J'ai beau chercher, j'ai beau examiner chaque image, chaque plan, non pour moi tout fonctionne. Même les doutes que j'avais, par exemple cette fin avec Voldemort, au niveau des effets spéciaux, de la façon dont c'était mis en scène, si à l'époque j'avais quelques réserves, aujourd'hui je n'en ai plus aucune. Non, pour moi il y a tout qui s'imbrique à merveille, à la perfection. Donc voilà, pour les tics qui font tiquer, c'est juste 0. Et concernant les bons points de côté de ce métrage, eh bien pour moi ils ne sont pas plus nombreux si vous voulez que dans la première partie, mais là ils débordent vraiment du cadre, hein, aux 4 coins, ça pétarade dans tous les sens dans cette partie diablement
explosive dans ce, j'aurais envie de dire dans ce chant du cygne, mais bon, un chant du cygne, c'est pour parler d'un auteur qui a fait sa plus grande œuvre avant de mourir, et J.K. Rowling n'est pas morte. Enfin, avec les soucis qu'elle a en ce moment, voilà, elle a eu des menaces de mort, mais c'est pas ce que je lui souhaite personnellement, j'arrive à faire la part des choses, hein. Je la remercie vraiment pour cette saga qu'elle nous aura pondu, mais à merveille. Et donc voilà, je préfère faire la part des choses, je la respecte réellement, et les soucis qu'elle a, bon, certes, peuvent ternir son image, mais bon, voilà, ça c'est son souci, pas le mien. Et donc pour en revenir au film, on ne va pas parler du coup d'un chant du cygne, mais plus d'un point d'orgue, c'est-à-dire un film majeur où chaque chose est portée à son paroxysme, chaque élément qu'on a connu avant, voilà, qu'il a atteint son plus haut degré, des choses qui vont se croiser, puis se décroiser, participer à la dramaturgie de fond. Et bien sûr, dans tout ça, on va revoir des lieux que l'on a vus quand on était beaucoup plus jeune en tant que spectateur. Je pense bien sûr à cette fameuse banque Gringotts et que l'on va quitter à dos de dragon cette fois-ci en brisant un toit en verre et puis surtout cette fameuse chambre des secrets. Et ce que j'adore particulièrement dans tout ce travail, voilà, où l'on va retrouver ce passé, eh bien c'est le travail des décorateurs, hein, qui est juste formidable, hein. Je le souligne avec trois gros traits en fluo. Non, c'est juste incroyable. Rien que par exemple ce squelette de basilic. Ça a l'air peut-être de rien comme ça, mais de la façon dont il est disposé au sol, voilà, de la façon dont il est mis, eh bien, il est exactement dans la même posture que lorsque le serpent est mort en fait. Et voilà quoi, c'est-à-dire, c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue. On se dit comme ça, ouais, c'est facile. Non, c'est un travail de dingue, être décorateur de cinéma. Et voilà, il y a d'autres choses comme ça. Il y a aussi des petits détails qui, encore une fois, n'ont l'air de rien. Je pense par exemple à l'apparition de cette araignée, un enfant d'Aragog, qui va apparaître là dans le château de Poudlard avant de finir sous des ruines, voilà, en l'espace de 2 secondes. Et bien cette scène-là est dans le bouquin pour ceux qui l'auraient oublié, mais cette scène, voilà, a marqué beaucoup de lecteurs, je pense. Tout comme cette apparition du Magicobus dans l'ordre du Phénix. Là, ça se tient en une phrase. Tout comme également, je ne sais plus dans quel bouquin, cette scène où on revoit Lockhart, qui est en hôpital psychiatrique. Encore une fois, ça se tient en une phrase, mais voilà, ils ont réussi, là je trouve, à restituer le travail de J.K. Rowling, qui est une autrice qui est sûrement un petit peu dans la nostalgie également, et qui, voilà, par petites touches, va remettre des saveurs du passé dans ses histoires, histoire d'avoir une continuité absolument implacable, mais également faire naître en nous des émotions. Et là, pour moi, tout ça va participer à toute la qualité de ce point d'orgue, hein, justement. C'est-à-dire, tu peux, voilà, essayer de faire grandir des choses, les rendre incroyables, mais s'il n'y a pas un fond, s'il n'y a pas un passé derrière ce que tu écris, qu'il soit vrai ou inventé, eh bien, il y a plus de chances que ça se cache sa tronche. Et ce n'est pas pour rien que les plus grandes sagas au cinéma sont des sagas familiales, que ce soit Star Wars, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, etc. Il y a toujours un père, il y a toujours un fils, et puis une succession de choses, de gens, de moments vécus qui se ressemblent. Et je pense que tout ça contribue également au sentiment de... voilà, ça a été dit dans la bande-annonce des 20 ans de Harry Potter, voilà ce truc qui va sortir en début 2022, ce sentiment d'appartenir à une famille. Je crois que c'est l'acteur qui fait Ron qui dit ça, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est une famille dans l'histoire, et une famille qui du coup découle aussi dans la vie des acteurs. Fait qu'ils sont très attachés à tout ce qu'ils ont vécu, partagé ensemble, ce sur quoi ils ont travaillé main dans la main, baguette contre baguette. Non, bah sinon j'ai pas grand chose à dire, hein. Vivement la prochaine fois que je le vois, lui aussi. Alors maintenant, concernant la partie analyse des Reliques de la Mort, où je vais faire une seule analyse, hein, pour cette seule histoire, qu'est-ce que j'ai à dire? Eh bien déjà, pour commencer, selon moi, les Reliques de la Mort est l'histoire la plus Tolkien de celle concernant Harry Potter. Alors je m'explique, du moins je vais essayer de bien m'expliquer afin que les fans ultimes du SDA ne crient pas au scandale. Enfin, je suis aussi un fan ultime, mais il y en a qui connaissent bien plus l'univers que moi, voilà, l'univers des bouquins. Eh bien, dans le SDA, du moins la trilogie, voilà, de Peter Jackson et trilogie en roman, on comprend que voilà, il y a un anneau pour les gouverner tous, et que voilà, s'il finit dans la montagne du destin, dans la lave de la montagne du destin, s'il finit réduit en fumée, Sauron, gros méchant de l'histoire, crève
lui et son armée. Et bien là c'est pareil, dans les Reliques de la Mort en fait on suit Voldemort qui perd en pouvoir à chaque fois qu'un Horcrux est détruit. Et c'est un peu ça qui personnellement est dérangeant pour moi dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire en fait il s'humanise quelque part Voldemort, hein. Là on le voit qui doute, qui a peur, et qui du coup, bah, c'est même dit dans le métrage, devient quelque part encore plus puissant et menaçant, parce que voilà, là il est vraiment régi intérieurement par la peur de mourir cette fois-ci pour de bon. Et pour moi ce côté humain de ce méchant que l'on croyait immortel apporte vraiment une force dramaturgique à l'histoire. Un truc absolument terrassant et auquel personnellement je m'étais pas attendu. Moi qui au début pensais que voilà, bon, Voldemort ne peut pas être plus menaçant que lorsqu'il est immortel, et bien non, là c'est faux. Pourquoi? Et bien parce que ça le fait quelque part ressembler encore davantage à Harry, voilà. Il se rapproche encore plus de lui quelque part, il y a un côté un peu bizarre, quoi, c'est-à-dire donc il perd en pouvoir, il devient faible, donc quelque part Harry s'était éloigné de lui, avait moins de points communs, et là ça revient. Non, cette histoire est très prenante pour ça, je trouve. Là, J.K. Rowling a frappé un grand coup, même si, bien sûr, non, ça n'était pas, mais voilà. Les Reliques de la Mort en roman n'a pas été mon histoire préférée du tout, même si, bien sûr, ce livre regorge de scènes épiques, tout comme les métrages. Je préfère les 10 métrages plutôt que le roman. Pour moi, c'est Le Prince de Sang-Mêlé qui reste le meilleur des bouquins de cette saga. Et pour en revenir aux Reliques de la Mort, il y a aussi autre chose qui fait penser bien sûr à Tolkien et son SDA légendaire, éternel, indémodable. C'est bien sûr le fait que lorsque Harry ou Ron portent l'Horcrux qu'ils veulent détruire, eh bien ils sont sous une certaine influence néfaste, toxiques, leur humeur change, ils deviennent agressifs, ils se mettent à avoir peur, etc. Après, J.K. Rowling, de la première à la dernière histoire, c'est un secret pour personne, c'est toujours plus ou moins inspiré de choses pour construire son univers, mais par contre, contrairement à beaucoup qui crient au scandale en disant « Ouais, la poupée surtout, elle a rien inventé », c'est faux les gars, faut rater, hein. La plupart des choses qu'elle met en image et dont elle s'inspire, c'est fait de façon très subtile, c'est fait pour servir une histoire et non le contraire, donc faut arrêter d'être médisant ou jaloux ou je ne sais quoi. Non, elle a bossé d'arrache-pied pour cette saga, alors moi j'ai juste envie de vous dire, voilà, c'est respect et c'est tout. Et les problèmes qu'elle a en ce moment n'ont absolument rien à voir avec sa qualité d'autrice. Bon après, si elle est menacée de mort, va peut-être falloir qu'elle se mette à créer des Horcrux, hein. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme toujours, likez, partagez, mettez la cloche et surtout abonnez-vous pour rien louper des prochaines vidéos. Alors je vous dis d'avance, je risque de partir sur de nouvelles choses dans les mois à venir. Voilà, des choses où je vais plus aller vers la création. Bon, il y aura toujours des critiques de films et de séries, mais bon, ce sera pas le principal de mon travail concernant la chaîne. Enfin, ce travail que je fais voilà, par passion, par plaisir, c'est un loisir, hein. Je n'en vis pas, bien sûr. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, hein, un très joyeux Noël avec vos proches. Franchement, là, faut en profiter à fond, surtout en cette période de Corona. Ah, le gaillard, hein, il est comme Voldemort, il résiste coûte que coûte, mais bon, on finira par s'en débarrasser, j'ai espoir. Et puis, bien sûr, une excellente Saint-Sylvestre. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous et de votre santé. Kenavo. Alors, tu la trouves comment? Bah, elle est bonne. Alors c'est là-dedans que tu mets Quoi donc? les copeaux d'âne. Ah bah non, sinon, ça part en fumée. Je suis peut-être con, mais pas à ce point. En fait, c'est les morceaux d'âme, les petits trucs verts, en fait, tu les mets dans un boîtier de jeux vidéo. Et ma cam, moi, je l'ai à côté, je la mets dans une boîte métallique, et comme ça, j'arrive à les différencier. Un boîtier? Tu veux parler de celui-ci? Non! 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 Je me suis encore gouré! Ah? C'est pas la première fois. Non, et tu vois, tu n'as pas besoin de Ron Hermione pour aller détruire les Horcrux. Ah bah oui, vu comme ça. En tout cas, malgré les apparences, elle est vachement bonne ton âme.
faut ce qu'il faut pour réparer des actes, pas des mots. Fais ses dragos. Même hors la loi, dès la base, même bière après bière, le beurre est à faire. On est là pour ça. Lève la baguette, t'endors pas. Fais ce que tu peux déjà. Commence par un petit Leviosa. On n'est pas Barjo, ni Burke-Mambo. Peut-être des magots, Major Magro. Même peur pour soi d'un Kedavra, mais s'il faut mourir, allons-y. Merci les amis.